Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Fond noir de Xavier Boissel, lu par Lionel Monnier et Alain Chaillot. À la mémoire de Dominique Bernard, assassiné le 13 octobre 2023, parce que professeur et homme de lettres, en souvenir de nos années lilloises. Nous n'entendons pas le ver qui ronge le bois. Nous ne nous apercevons pas que la chrysalide devient papillon. Nous n'avons pas conscience que des dépôts obstruent peu à peu les artères de l'histoire. Claudio Magris. Prologue. Province de Kirkouk, Irak, décembre 1985. Le jour déclinait. Le convoi s'ébranlait sur la piste. D'un horizon à l'autre, la terre était ocre. Une lumière diffuse tombait sur le désert, se dispersait dans la brume de sable. Il roulait à faible allure, vers l'est. La piste était caillouteuse. À chaque heure, le matériel vétuste grinçait. Dans les camions bâchés, les hommes se cramponnaient aux arceaux de sécurité. Leurs visages étaient hâves, leurs uniformes terreux. Ils avaient quitté leur caserne en fin d'après-midi et se dirigeaient vers le Kurdistan irakien, vers la ligne de front. L'un d'eux, Kazim, très jeune, très pâle, tremblait. Assis à l'arrière, il avait glissé sa main sur la ridelle que ses doigts tapotaient avec nervosité. Dans la Jeep en tête de colonne, le capitaine, un homme plutôt grand, avec un kéfier enroulé autour du cou, retira ses lunettes de soleil. Du revers de sa manche, il essuya la sueur qui perlait sur son front et ajusta ses jumelles. Le ciel et la terre commençaient de se confondre. Les roches, la végétation clairsemée et au loin la chaîne des monts Zagros et ses dômes jusqu'ici scintillants, tout cela s'amenuisait, entre ombre et pénombre. Il attrapa sa gourde et avala une rasade d'eau fraîche. Encore une petite heure, et le convoi arriverait en appui de la 2e division d'infanterie. Surpris par la contre-offensive iranienne, ils étaient partis dans la précipitation. Au même moment, à Bagdad, dans un bunker, des généraux épinglaient des punaises de couleurs différentes sur une carte murale. La zone qui encadrait la ville d'Irbil était hachurée de vert, et des flèches noires indiquaient les mouvements des troupes ennemies. Les militaires semblaient confiants. L'un d'eux, cigare aux lèvres, regardait la carte avec un air satisfait. Le renversement de la courbe des exportations au profit de l'Irak permettait de maintenir le rythme des achats d'armes. Cependant, bientôt, la double baisse des cours du pétrole et du dollar bouleverserait leurs plans. Suspendue à l'or noir et aux billets verts, l'issue du conflit serait de plus en plus incertaine. La récession deviendrait mondiale, l'économie s'affirmant comme la continuation de la guerre par d'autres moyens. Un peu partout dans le monde s'énonceraient des aveux d'impuissance, avec des airs de contrition feinte. Le froid était tombé soudainement sur les épaules. Dans le camion de Kazim, on déploya les bâches à la hâte. Le jeune garçon continuait de frissonner. Le capitaine s'était calé au fond du siège de la Jeep. Il fumait une cigarette roulée dans une feuille de tabac orientale qui répandait un bouquet d'arômes aux saveurs de miel. La lune s'était levée et faisait comme une larme gelée dans la nuit bleutée. Le vent se mit à souffler et la poussière de sable tourbillonna dans une blancheur de craie. Au même moment encore, en France, la nuit tombait aussi. Une vague de grand froid s'abattait sur tout le pays. Les habitants se préparaient à festoyer. Les villes étaient illuminées de décorations débonnaires. Des jeunes gens modernes écoutaient une musique venant principalement du Royaume-Uni. Froide elle aussi, se caractérisant par une atmosphère sombre et mélancolique, dominée par des synthétiseurs et des lignes de basse dépressives. Le froid coupant s'insinuait partout, il vous saisissait. Sous la lune blanche, la Jeep du capitaine avançait dans le sable du désert, comme dans un poudroiement de neige.
Le crépuscule s'invitait au bord du monde. Un claquement sec, un cri strident, un sifflement long et venimeux déchire le ciel. Une lame glacée transperce les cœurs. Le rugissement se répercute dans le silence du désert. La jeep du capitaine rebondit dans l'air. D'autres projectiles fusent, glissent en miaulant sur leur trajectoire. Choc, déflagration. Des camions sont soulevés du sol. Une langue de feu jaillit dans un rideau de terre. Des morceaux de tôle luminescents voltigent dans l'air, retombent dans un grand fracas. La chair et le fer déchiquetés s'embrasent. Le convoi est un volcan qui vomit sa lave. Dans le ressac brûlant, sous une nappe de vapeur et de fumée âcre, au fond d'un entonnoir de sable noir, le capitaine sent ses poumons éclater. Des lueurs rouges, vertes, jaunes passent devant ses yeux. Il s'évanouit, tandis que le camion de Casim se consume sous les étoiles, qui ne sont plus que des bouts de papier. Paris, janvier 1986. Quand un homme tombe et qu'il est tout seul dans un champ, il ne sait pas à qui dédier sa chute. Clarice Lispector. Chapitre 1. Il faudrait pouvoir oublier ses morts. La phrase résonnait dans ma tête, en boucle, tandis que je récupérais ma bagnole sur le parking. Il n'avait cessé de pleuvoir de toute la matinée. Des grappes de gens sortaient du cimetière en courant vers leur voiture. À travers la pluie sale qui dégoulinait sur le pare-brise, je reconnus les silhouettes des vétérans de Corée. Et puis, sous un parapluie noir, Camille, la fille d'Éperlan. C'était elle qui m'avait appelé en début de semaine pour m'annoncer la nouvelle. Je démarrai. Le moteur de la R18 toussa un peu. J'effectuai un demi-tour et je quittai les lieux. Je pris le périph' porte de Vanves et je me retrouvai en plein dans les embouteillages du vendredi. Pare-choc contre pare-choc, on avançait par à-coups, et le long cortège de fer faisait comme un ver de terre géant qui déroulait ses anneaux sous la flotte. Pas un seul représentant de la PJ aux obsèques. Quelques collègues du commissariat du 14e. La famille réduite au minimum. Sa fille, son ex-femme, et puis ses frères d'armes. C'est tout. Pas de discours. Quelques pelletés de terre et c'en fut fini. Éperlan. 53 piges à peine. Je le revis débarquer à la PJ 15 ans plus tôt. Un grand gars aux épaules carrées, très beau avec ses cheveux poivre et sel. Un bon flic, méthodique, doublé d'un chic type. Droit, mais fragile. Il avait eu son quota d'ingratitude en tout genre, pas épargné par la chienne de vie. Mes doigts tambourinaient sur le volant. Ces derniers temps, la mort refaisait surface, partout. J'allumai une JPS. Il fallait se résoudre à aller de l'avant. Tourner le dos à ces années poisseuses et en sortir une bonne fois pour toutes. Je mis la radio pour faire diversion. C'était le flash de 18 heures. Licenciement massif d'employés municipaux à Sao Paulo. Refus de Kasparov de jouer le match de revanche contre son compatriote Karpov à la date prévue. Réunion de la conférence islamique à Fès. Examen du problème de la guerre Iran-Irak. Situation au Proche-Orient. La question du terrorisme. La piraterie aérienne. La coopération économique et financière interislamique. Je changeais de station au moment où le speaker commentait les résultats du Paris-Dakar. Nausée. Je baissais le son et je glissais sur FIP. Une voix féminine susurrait un standard de jazz en sourdine, tandis que la pluie martelait l'habitacle. Éperlan. Avec d'autres, c'étaient des fantômes qui ressurgissaient du passé. Des hommes avec lesquels j'avais travaillé dans un temps qui me paraissait lointain et si proche à la fois. Des hommes qui, comme moi, avaient été les courroies de transmission de la grande machine dans une autre époque. De simples rouages d'un truc qui les dépassait le plus souvent. Des rouages bien lubrifiés, mais usés avec l'âge. Je réussis enfin à m'extraire de la nasse du périph'. Je longeai la Seine, suivis la voie du chemin de fer et je tournai dans mon quartier jusqu'à trouver une place dans une rue où la mairie d'Asnières n'avait pas encore installé des parcs-mètres.
J'introduisis la clé dans la serrure de la porte d'entrée le plus délicatement possible pour ne pas réveiller Myriam. Elle avait laissé un mot sur la table de la cuisine. « Chérie, ne me réveille pas avant 20 heures. Il y a du poulet dans le frigo, tu peux le faire réchauffer. J'espère que ton moral est bon malgré tout. Je t'embrasse. » Je me servis un verre de vin et m'installai dans le salon. J'allumai une clope en regardant par la fenêtre. Les réverbères n'éclairaient pas grand-chose. On devinait dans l'obscurité les arbres dépouillés, raides comme des pinceaux, peints avec une fine couche de givre qui brillait. De temps en temps, une silhouette apparaissait dans les cônes de lumière et en sortait furtivement. Les pavillons ressemblaient à de grosses bêtes qui hivernaient, tapis dans l'ombre. Je repensais à Éperlan et à sa maigre famille éparpillée. Je l'avais connu à la Crime, où il avait été mon adjoint le plus proche pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'il foire une affaire dans les grandes largeurs. Un sombre truc qu'il avait dû suivre tout seul. C'était le moment où j'avais eu l'appendicite. Il avait dessoudé 4 malfrats dans une cage d'escalier parisienne en l'espace d'1 quart d'heure. Il était passé en conseil de discipline et avait été rétrogradé comme simple lieutenant de police, malgré mon soutien. Le divisionnaire de l'époque, un connard de première, ne lui avait laissé aucune chance. On s'était perdu de vue pendant quelque temps, et puis un soir de novembre dernier, il m'avait appelé à la PJ. Il était tombé malade. Les médecins de la Salpêtrière avaient diagnostiqué un cancer du poumon. Cette fois, c'est la bonne. S'était-il contenté de me dire. J'étais allé le voir à l'hôpital. Il y avait quelques lacunes dans l'histoire qui l'avaient fait plonger, et il voulait les combler. J'essayais de lui rendre visite régulièrement, et il m'a livré la vérité par petits bouts. C'est quoi le prix du mensonge ? Aimait-il répéter. Tout ça a bien sûr confirmé l'idée que je barbotais dans un cloaque. Il m'avait raconté aussi un pan de son enfance et puis la Corée. Son état avait empiré à la fin de l'année. Chaque fois que je sortais de la Salpêtrière, j'avais l'impression que mes habits, ma peau, tout mon être suintait la mort. Il était très affaibli. Et tout début janvier, il m'avait demandé d'arrêter de venir. La question était de savoir comment se comporter dans ce monde. Comment aller face à tout ? C'est ce qu'il a fait, j'en suis sûr. Je me levai. Je me resservis un verre de vin et j'allumai une autre cigarette en m'affalant dans un fauteuil, très las. Le vent et la pluie cinglaient les vitres du salon. Janvier étirait ses jours sans fin et moi j'avais encore 6 mois à tirer. J'avais fait valoir mes droits et sollicité une retraite anticipée. On me devait bien ça, après des années de bons et loyaux services. Et ces derniers temps, je ne voyais plus rien de bon ni de loyal dans tout ce que j'avais fait. Avec cette impression que je ne laisserais derrière moi qu'un tas d'ordures à ciel ouvert. Comment cette conclusion s'était-elle imposée ? Je n'aurais su le dire. J'étais devenu flic par contingence, puis par habitude. On s'habitue à tout. Vous mettez le doigt dans l'engrenage et vous voilà happé par l'intelligence collective des routines. Et puis un jour, comme après un orage d'été en pleine montagne, violent, imprévisible, les reliefs du paysage vous apparaissent délavés, plus nets, et leur vérité s'impose à vous dans sa crudité. Soudain, tout s'éclaire et vous n'avez plus envie d'avancer. Tout s'enlise, vos pas et vos certitudes. J'étais comme un bateau encalaminé. Pire, un bateau en fin de cycle qu'on amènerait bientôt au chantier de démolition. Je repensais à la jeune fille venue me voir la veille au soir à la PJ, Annabelle Kowalski. C'est ma nièce, sa condisciple en Hippocagne au lycée Condorcet, qui l'avait incitée à faire cette démarche. Fuchs m'avait prévenu. « Il y a une môme pour toi dans le bureau. » Elle m'attendait assise sur un tabouret, prostrée. Ses jambes, gainées d'un fin voile de nylon noir et chaussées d'escarpins rouge carmin, émergeaient d'une jupe fendue à motif écossais. Elle portait un blouson perfecto, épinglé de plusieurs badges. Son cou était ceint d'une écharpe en laine grenat. « Bonjour » avais-je simplement dit en entrant. Elle s'était redressée, surprise et un brin nerveuse.
2 mèches de cheveux de jais surgis d'un chignon banane encadraient un visage aux traits fins, avec des yeux bleus immenses, ourlés de longs cils, surlignés par de longs sourcils. Elle avait esquissé un sourire plein de tristesse. « Oh !» avait-elle fait, gênée. « Vous êtes le commissaire Wooters ?» J'avais acquiescé et j'étais allé m'asseoir au bureau en désignant le fauteuil en face de moi. Elle s'était installée en retirant son écharpe et avait dégrafé son blouson, dévoilant un t-shirt avec une tête de mort chevelue et souriant dans un rictus surmonté de l'inscription « The Crumbs ». Un collier de perles blanches ornait sa gorge. Sur l'un des badges était écrit « Nous serons le problème ou nous serons la solution ». Malgré sa tenue, il n'y avait dans son attitude aucune provocation. J'avais sorti mes cigarettes et mon briquet. « Cela vous dérange si je fume ?» Elle avait tiré un paquet de Marlboro rouge d'une poche de son perfecto et en avait vissé une au coin de ses lèvres. J'avais allumé nos clopes respectives. Elle avait les ongles peints en noir. Ses mains tremblaient. « Sophie m'a prévenu. Il paraît que je peux vous rendre service. » Elle avait levé sur moi ses grands yeux, presque embués. « Merci de me recevoir. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. » « Vous ne me dérangez aucunement. Je vous écoute. »« C'est mon père. Il s'est suicidé. Enfin, c'est ce que l'enquête de police a conclu. » Elle avait fixé son regard sur ses mains, reniflé, et une larme avait glissé sur sa joue. Je m'étais levé. « Est-ce que vous voulez que je vous fasse un café ?»« Je veux bien, merci. » avait-elle dit poussivement. J'avais lancé la cafetière que Bouvier avait achetée récemment et j'étais revenu m'asseoir. Quand est-ce arrivé ? Il y a un peu moins d'un mois, juste avant Noël. Nouveau silence et nouveaux pleurs discrets. La machine à café ronronnait tandis que la fumée de nos cigarettes se mêlait. Fuchs avait passé sa tête par la porte. J'avais fait un signe de la main et elle s'était éclipsée. Le café avait été prêt. Je nous avais servi 2 tasses. Sucre ? Non, merci. Elle avait bu à petites gorgées et, avec quelques tremblements dans la voix, les yeux humides, hésitante, avait repris la parole. Il s'est défenestré. C'est vrai qu'il n'allait pas très bien ces derniers temps, mais je n'arrive pas à admettre qu'il en soit arrivé là. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Elle s'était remise à sangloter. J'avais ouvert un tiroir de mon bureau et y avais pris un paquet de mouchoirs en papier que je lui avais tendu. Elle m'avait remercié dans un hoquet et s'était mouchée. C'est la villa, dans le Luberon. Elle a été cambriolée, il y a 5 jours. Elle avait relevé une mèche de cheveux qu'elle avait dans l'œil et s'était mouchée d'Eurechef. J'avais allumé une nouvelle GPS. Tout cela était un peu confus. Je lui avais demandé de tout me raconter depuis le début. J'avais appris que son père, un expert comptable respecté sur la place de Paris, avait été sur la corde raide toute la fin de l'année 1985. Que c'était sans doute aussi lié à la procédure de divorce en cours de ses parents, mais pas seulement. La veille du jour où il s'était jeté du 5e étage de son immeuble, elle l'avait vu en coup de vent, très nerveux. Il lui avait confié que plus rien n'allait dans sa vie, qu'il avait tout fait à l'envers, sans en dire plus. Et puis, le week-end précédent, sa mère était repartie dans le Vaucluse et avait retrouvé la villa familiale sans dessus-dessous. J'avais enfin appris que ses parents habitaient dans le 16e, boulevard Excelmans, là où avait eu lieu le suicide. J'avais noté tout cela dans mon calepin. J'imagine que c'est le commissariat du 16e qui s'est chargé de l'enquête ? Oui, la police est venue. On a très vite reçu leurs conclusions. Elle avait tortillé nerveusement le mouchoir entre ses doigts qui allait finir en charpie si elle continuait. 2 autres mèches de cheveux rebelles avaient jailli du chignon banane et barraient son regard, aux aguets. Elle les avait écartées. Je l'avais regardée droit dans les yeux. « Qu'est-ce qui vous fait dire que votre père ne s'est pas suicidé »
Elle avait incliné la tête, ses mains s'étaient crispées sur le mouchoir. Il aimait bien trop la vie pour faire ça. Je lui avais épargné le topo sur les motifs obscurs qui poussaient au suicide, son caractère insondable et impénétrable qu'on avait dû lui servir 10 fois. Je vais prendre contact avec eux pour lire le rapport et je viendrai chez vous examiner les lieux lundi. Elle avait cligné des yeux et esquissé un sourire. Je vous remercie. Je préviendrai la gardienne, elle vous ouvrira. J'avais griffonné un numéro de téléphone où la joindre, ainsi que l'adresse. Un nouveau silence s'était installé entre nous, qui avait duré quelques secondes. Elle avait noué son écharpe et rempoché son paquet de cigarettes avec des gestes fébriles. Elle s'était levée et je l'avais raccompagnée à la porte. Je l'avais regardée s'éloigner dans les couloirs de la PJ. Petite ombre blanche. 6 mois encore à tirer. De bons et loyaux services. Tu parles. Depuis quelque temps, la direction m'avait mis sur la touche. On m'avait flanqué Fuchs et Bouvier comme adjoint. 2 baltringues. Fuchs avec son nez pointu et ses grandes oreilles, un flic blasé censé prendre sa retraite pas longtemps après moi. Et Bouvier, une chiffre-molle dont plus aucun service ne voulait. J'étais placardisé et je n'avais plus rien à faire. La frêle gamine à la jolie frimousse qui venait de perdre son père m'avait touché. Dehors, le vent s'était levé et les vitres tremblaient. Le monde était encore plus sombre. Je buvais mon vin à petites gorgées en fumant cigarette sur cigarette. Je pouvais entendre mon cœur battre, et c'était comme si j'avais pu entendre le cœur de tout le monde. Les morts font un boucan du diable. Chapitre 2. Avec Nada, Death in June tourne le dos à ses productions bruitistes pour se lancer dans un style folk post-apocalyptique. Nul doute que ce tournant acoustique séduira les fans. Rien de nouveau sous le soleil cependant. Comme avec The Guilty Have No Pride, leur précédent opus, on retrouve dans cet album toutes les obsessions du groupe piochées au magasin des accessoires du kitsch nazi. Douglas P., son chanteur, voue un culte au film Portier de nuit. À cet égard, le morceau « C'est un rêve » et ses paroles en français dédiées à Klaus Barbie se passent de commentaires. Les nazillons seront ravis. Les autres, les formalistes, y trouveront leur compte. Vomitif. Éric Serval relut les dernières lignes de son article, en fut satisfait. Il écrasa sa camelle dans le cendrier, tapa ses initiales, sortit la feuille du rouleau de la machine à écrire, qu'il plia en 4, et glissa dans une enveloppe. Il inscrivit une adresse, Timbra. Il se leva, contourna la pile de Mad Movies en équilibre instable qui montait comme une stalagmite à côté de la table qui lui servait de bureau, se regarda dans le miroir suspendu au-dessus du poêle prussien, dans le cadre duquel il avait coincé le portrait de Mayakovsky, un dessin réalisé au fusain par l'une de ses amies à partir d'une photographie où l'on voyait le poète russe coiffé d'un chapeau. Ajusta son nœud de cravate pour qu'il fût desserré comme il l'aimait, se recoiffa. Il enfila son manteau noir qu'il avait dégoté au puce de Saint-Ouen et quitta sa chambre de bonne. Dehors, il fut surpris par le froid. Il rentra les épaules en remontant la rue des Filles du Calvaire. En marchant vite, il serait au Petit Marcel en 20 minutes à peine. Il s'arrêta 2 fois, la première dans un tabac de la rue Vieille du Temple pour acheter des cigarettes, la seconde pour poster sa lettre dans une boîte rue des Archives. La nuit était tombée, rue Beaubourg, les passants s'affairaient dans les magasins, les employés se hâtaient vers les halles et ses lignes de RER, et les adolescents traînaient. Rue Rambuteau, Éric croisa 2 skinheads qui lui lancèrent un regard mauvais, qu'il ignora, et une patrouille de police qui lui lança un regard oblique, qu'il ignora également. « Salut !» dit-il à la cantonade à un groupe de jeunes attablés dans la brasserie qui parlait de l'UNEF-ID. « Décidément, ce quartier est devenu infréquentable, il n'y a plus de blousons noirs. »« T'es en retard !» dit une fille avec un air de faux reproche, sans prendre en compte sa remarque. « Il fallait que je termine un article », se justifia-t-il en enlevant son manteau. « Pour Lise ? Non, Warsaw. »« C'est qui, Lise ?» demanda un garçon aux cheveux longs et frisés, aux joues légèrement rosacées. « Un fanzine », répondit la même fille, à laquelle Éric tendit une cassette en disant simplement « Tiens,
Deadly Weapons, de Minimal Compact. Tu m'en diras des nouvelles. Ah, merci, fit-elle avec un sourire radieux. Elle se tourna vers le garçon à l'opulente chevelure bouclée et qui s'appelait Thomas. En fait, c'est un acronyme, ça veut dire « Les instants sont étranges ». Toujours tes trucs branchouilles, commenta Thomas avec une moue réprobatrice qui accentua la rougeur de ses joues. Serge, un type avec des lunettes au verre fumé et qui achevait de prendre des notes dans un carnet, haussa les épaules. Isabelle, une grande blonde assise en face de lui, tapotait des doigts sur la table. La discussion autour de la question de l'entrisme dans les organisations se terminait. On écrasa les mégots, on vida les demi, on se leva. « Bon », fit Serge en enroulant son kéfier autour de son cou. « On se retrouve tous lundi soir au local à Jussieu. Isabelle, tu te charges de prévenir les gens de Villetaneuse. Thomas et moi, on passera dans la journée rue du Faubourg Saint-Denis pour préparer la rencontre avec Costas. » Tandis qu'il prenait du tabac dans son paquet de drum pour se rouler une cigarette, il s'adressa à la jeune fille qui avait toisé Eric. « T'en es toujours, Annabelle ?»« Oui, je viendrai lundi au local. »« D'accord, bon week-end. » Il enfila sa parka, salua Eric de la tête et sortit du petit Marcel, suivi par Isabelle et Thomas, en file indienne. « Quel chéfaillon !» dit Eric avec un air goguenard. La jeune fille leva les yeux au ciel et une main implorante. Ils récupérèrent manteau et perfecto pour aller s'installer dans un coin du café. Il commanda un verre de Pouilly-Fuissé et Annabelle un thé vert. « T'en as pas marre de traîner avec ces tocards ?»« Tu me fatigues, on a déjà eu cette conversation 50 fois. » J'ai déjà du mal à concevoir qu'on puisse être syndicaliste et étudiant, mais j'ai vraiment encore plus de mal à prendre ces aspirants bureaucrates au sérieux. Elle posa sa main sur sa bouche, la retira et se pencha vers lui pour l'embrasser. « Tu me fatigues, mais tu restes quand même mon dandy préféré, » dit-elle en souriant et en prenant ses mains dans les siennes. Ils s'étaient rencontrés 10 mois plus tôt, au bain-douche, lors d'un concert des Jesus and Mary Chain. Dos au public, les Écossais avaient offert un set très bref, consistant en un mur de bruit continu composé de distorsion et de larcène. Quelques excités avaient commencé un pogo au premier rang, puis avaient reflué très vite en se bouchant les oreilles. Eric était resté en retrait au fond de la salle, bras croisés, impassible. À quelques mètres de lui, Annabelle, une flûte à champagne vide entre les doigts, se tenait dans une immobilité parfaite. Ils avaient échangé quelques regards, et quand le mur sonore s'était interrompu et que la salle s'était illuminée, il lui avait adressé un sourire, qu'elle lui avait rendu spontanément. Il s'était dirigé vers elle et lui avait dit « Le concert est fini. Il est temps de vider les bains et de remplir votre verre, je crois. » Ils s'étaient repliés dans un café de la rue du Bourg-l'Abbé. Ils avaient partagé les mêmes conclusions. Ces Écossais étaient ce que le mouvement ouvrier pulvérisé par le chômage de masse avait fait de mieux. Tout chez eux sonnait juste. Les effets dramatiques de leur coupe de cheveux, leur usage du LSD sur la musique saturée, ce bruit qui pensait, et leurs lunettes noires. « C'est ce que j'ai vu de plus cohérent et abouti depuis les birthday parties », avait déclaré un peu emphatiquement Eric, jeune homme moderne qui occupait ses journées à lire, à écrire et parfois à côtoyer des gens plus âgés que lui, auréolés d'un passé trouble et de cheveux grisonnants. Après un passage par les classes préparatoires littéraires du lycée Charlemagne et les bistrots du 11e arrondissement... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.